Salut les curieux, aujourd'hui nous allons découvrir un dinosaure africain qui arborait une magnifique voile. Non, c'est pas vrai. Vous vous êtes encore fait avoir. Vous avez tous pensé au Spinosaurus. Eh ben non. Aujourd'hui, nous verrons le célèbre ornithopode du Crétacé, l'Ouranosaurus nigeriensis. L'Ouranosaurus est un célèbre ornithopode proche d'Iguanodon. Brouteur de plantes basses, reconnaissable avec son squelette grâce à ses épines neurales au niveau du dos et de la queue fortement développées. Mais comme d'habitude, un peu d'histoire. Les restes d'Ouranosaurus furent découverts dans le Sahara, au Niger, et plus précisément dans la région de Gadouafaoua, par des géologues du CEA. CEA, Commissariat à l'énergie atomique. Ces derniers prospectaient dans le secteur pour découvrir de l'uranium dans le désert du Niger. Suite à la découverte des ossements, les géologues décidèrent de contacter le Muséum national d'histoire naturelle de Paris, pour que ce dernier leur envoie un paléontologue capable de déterminer l'origine des ossements et par ce biais déterminer la datation du gisement. Une information cruciale pour ces chercheurs de matériaux fissibles. Le Muséum d'histoire naturelle de Paris décida d'envoyer un tout jeune paléontologue dès 1965 dans le désert du Niger. Ce paléontologue n'était le non moins célèbre professeur Philippe Taquet. Il participa à 5 expéditions dans le désert du Niger de 1965 à 1972. Taquet, avec l'équipe de géologues, découvrit 8 individus d'Ouranosaurus dès la première expédition, mais il a fallu attendre 1966, donc un an plus tard, pour que 2 premiers squelettes soient transférés au Muséum de Paris. Le premier squelette, l'holotype, fut référencé sous la dénomination MNHN GDF 300. MNHN veut tout simplement dire Muséum National d'Histoire Naturelle. C'est le Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. Alors que GDF, ça fait référence au site de fouilles de Gadouafaoua. Et le deuxième sous MNHN GDF 380. Mais il fut reclassé sous le numéro GDF 1700 et considéré comme un autre grand ornithopode, le Lurdusaurus arenatus. C'est lors de la 4e expédition en 1970 qu'on découvrit le paratype et on le nomma encore une fois MNHN GDF 381 comme l'ancien Lurdusaurus. Petite anecdote et pas des moindres, le paratype fut renommé MSNVE 3714 pour être offert et exposé au Museo di Storia Naturale di Venezia, le muséum d'histoire naturelle de Venise. Par contre, l'holotype, après les études réalisées par Taquet, fut restitué au Niger et un magnifique montage de l'animal peut y être contemplé au Muséum national Boubou Hama dans la ville de Niamey. Ouranosaurus fut découvert dans des couches sédimentaires à grains moyens à grossiers, dans la formation Elraz. Et ces sédiments, ayant conservé les restes de notre dinosaure, datent d'il y a environ 112 millions d'années, lors de l'Aptien albien au Crétacé inférieur. À cette époque, ce lieu était une région deltaïque, entourée de plaines inondables. Le climat y était chaud avec une bisaisonnalité marquée. Une saison chaude et humide, suivie d'une saison chaude et aride, ce qui expliquerait le nombre d'individus retrouvés à cet endroit. Les Ouranosaurus ont dû succomber à une déshydratation et une malnutrition lors d'une sécheresse exceptionnelle dans la région. Que peut-on noter des études des ossements fossiles d'Ouranosaurus? Eh bien déjà l'animal a une tête typique des grands ornithopodes, chevaline et ayant une configuration généralement proche des hadrosaures, dinosaures à bec de canard. Un prémaxillaire s'aplatissant et s'élargissant vers l'avant, sans oublier que ses orifices nasaux sont visibles en vue dorsale. Et Taquet remarqua que les os nasaux étaient mobiles, un caractère qu'on ne retrouve pas chez les autres ornithopodes. Une surface cornée prolongeait le prémaxillaire pour former, comme la majorité des ornithopodes, un bec. Devant ses yeux, sur le sommet de sa tête, il y avait 2 protubérances rugueuses, qui font penser à 2 petites cornes, ce qui fait de lui le seul ornithopode possédant un semblant de cornes. Parlons maintenant de la partie qui vous intéresse le plus. Non, mentez pas, hein. Oui,
Vous voyez, son excroissance au niveau du dos, à l'instar du Spinosaurus. Dès sa découverte dans le désert du Niger, Takei remarqua tout de suite les épines neurales très développées de l'animal. Il faut savoir que ce genre de caractère n'est pas inconnu chez d'autres ornithopodes comme par exemple Rhabdodon priscus, Hypacrosaurus altispinus, Synthasaurus spinorinus et Corythosaurus casuarius. Même de nombreux sauropodes ont développé ce caractère, comme par exemple Dicraeosaurus et Amargasaurus. Et sans oublier des théropodes comme Acrocanthosaurus et le très célèbre Spinosaurus aegyptiacus. Mais là, chez Uranosaurus, l'élongation des épines neurales de la base du cou jusqu'à une bonne partie de la queue est impressionnant. Mais à quoi devait ressembler cette excroissance neurale recouverte de tissu? Une voile? Une bosse musculaire? Une bosse musculo-graisseuse? Comme souvent, nous n'avons pas de réponse précise sur le sujet et les trois hypothèses que j'ai énoncées sont valides, avant d'avoir d'autres indices validant ou disqualifiant une de ces hypothèses. Et la fonction de ces trois particularités? Là également, on ne peut rien affirmer. Aide à la régulation thermique, reconnaissance d'interespèces, réserve énergétique, objet de parade? Ouais, là ça tient pas vraiment la route, puisqu'on n'a pas trouvé un véritable dimorphisme sexuel entre les différents individus déjà découverts. Ou également un ensemble de caractères morphologiques favorisant une fonction biomécanique comme la locomotion ou le changement de posture. D'ailleurs, un grand mammifère actuel a ce type d'élongation, le bison. Et pour ce dernier, c'est surtout une bosse musculaire incluant les scapulas, communément appelés les omoplates. Et d'ailleurs, le bison Anticus, qui a disparu il y a environ 6000 ans en Amérique du Nord, avait les épines neurales les plus développées au sein de ce genre. Par contre, le chameau ou le dromadaire sont des mauvais exemples, car même si ces espèces ont des épines neurales bien développées, ce ne sont pas elles qui forment la structure de ou des bosses. Donc désolé, mais même encore aujourd'hui, il n'y a pas de consensus sur l'utilité et véritablement la forme de cet appendice dorsal. Un autre caractère physique de l'animal, sa posture, qu'en est-il? Là aussi, il y a de nombreux débats et hypothèses, et cela depuis la découverte des premiers ornithopodes avec l'iguanodon de Gideon Mantell. Tantôt quadrupède, tantôt bipède, puis enfin quadrupède. Il est vrai qu'avec les études du professeur Dollo, suite à la découverte des iguanodons de Bernissart, on statua pour une position bipède à la kangourou chez les grands ornithopodes. Mais depuis les études de Norman en 1980, on les représenta le plus souvent quadrupèdes. Pour notre Uranosaurus, Takei, dès les années 70, opta pour une posture épisodiquement bipède au vu de la configuration pendante du trochanter, qui est une apophyse osseuse du fémur où viennent s'insérer les muscles responsables du mouvement postérieur de la cuisse. Mais Takei remarqua que l'animal était bien souvent quadrupède, car il avait d'assez longs membres antérieurs qui représentaient 55% de la longueur des membres postérieurs. De plus, la configuration des sabots de l'extrémité des mains trahissent une utilisation lors de la locomotion. Enfin, la révision du paratype de Venise par les paléontologues Filippo Bertozzo, Fabio Marco Dalla Vecchia et Matteo Fabri détermina que le trochanter d'Uranosaurus ne correspond pas à un individu bipède. Donc nous avons bien affaire à un animal quadrupède. Et au fait, il se nourrissait de quoi notre Uranosaurus? Comme je vous l'ai présenté au début de cette vidéo, l'Uranosaurus possédait un prémaxillaire édenté muni d'un bec large et aplati, à l'instar des hadrosaures. Mais il avait une faible musculature et ne pouvait sans doute pas broyer et découper de la nourriture coriace, mais plutôt brouter de la végétation basse de faible qualité au sol. Le tout sûrement compensé par un système digestif imposant et fortement développé qui lui permettait de dégrader la cellulose. Maintenant, la position de notre Uranosaurus au sein des dinosaures. Eh bien, tout de suite, on peut le mettre au sein du clade des ornithopodes. Ces ornithischiens, donc dinosaures ayant un bassin ressemblant à celui de nos dinosaures aviens, les osios, et qui ne possèdent ni de plaques, ni de pics, ni de grandes cornes, ni de cuirasses ou de dôme osseux. De plus, il possède, comme les iguanodons, un éperon osseux à la place du doigt 1. Alors le doigt 1, c'est le pouce. 1, 2, 3, 4, 5, 1. Voilà, c'est petite précision. Et c'est entre autres pour cela que Takei le situa tout d'abord dans le clade et famille des Iguanotontidae. Mais comme aujourd'hui cette famille est le plus souvent considérée comme paraphylétique, une famille ne regroupant pas l'ensemble des individus d'un
même nœud ne prenant qu'en partie des branches parallèles, d'où le terme de paraphylétique d'ailleurs, il est donc considéré comme un hadrosauriforme, regroupant dans le même clade les iguanodons, les hadrosauridae, et d'ailleurs il est considéré étant plus étroitement lié aux hadrosaures qu'aux iguanodons. Alors, qu'est-ce qui vaut dans le jeu Jurassic World Evolution? Eh ben on va voir ça. Même si d'après tout ce que je vous ai dit dans la vidéo, il y a quand même de nombreuses incertitudes sur cet animal, les choix de Jurassic World Evolution au sujet du Rhinosaurus sont plutôt judicieux. Ils ont opté pour une bosse et au vu de son épaisseur, j'opte pour une bosse musculo-graisseuse. La posture est quadrupède, ce qui respecte les dernières études sur ce sujet. La morphologie du crâne est respectée, même si personnellement j'aurais accentué les protubérances devant les yeux et accentué l'aspect charnu des narines. La configuration des doigts des membres antérieurs et postérieurs est respectée. Les proportions sont conformes et il est assez réaliste par rapport aux dernières découvertes. Donc ce dinosaure est approuvé. Pour finir, si vous voulez reconstituer dans le jeu Jurassic World Evolution un enclos représentant l'environnement de l'Ouranosaurus, vous pouvez y mettre une grande étendue d'eau pour représenter les deltas qu'il côtoyait, entouré d'une végétation tropicale et délimitée par des zones sableuses. Pour ce qui est des dinosaures, eh ben, il n'y a pas grand chose dans le jeu. Les seuls gens qui ont véritablement été les contemporains d'Ouranosaurus dans le jeu sont le Suchomimus tenerensis et le sauropode Nigerosaurus taketi. Par contre, vous pouvez y mettre certains autres genres du jeu apparentés à d'autres individus découverts dans la formation d'Elraz, comme le Dryosaurus qui était proche d'Elrazosaurus, l'Iguanodon proche de l'Urdusaurus, Carcharodontosaurus de Eocarcharia et enfin Majungasaurus proche de Cryptops. Petite précision, dans cette même formation, nous avons découvert des restes de crocodiloformes. Et pas des moins célèbres d'ailleurs. Araripesuchus, l'Anatosuchus et le très célèbre Sarcosuchus imperator, découvert par Philippe Taquet. Un grand merci à Jordan Gonnet qui est paléontologue et qui m'a donné de nombreux compléments d'informations sur l'Ouranosaurus et d'autres ornithopodes. Et merci à tous d'avoir visionné la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la petite cloche pour pouvoir avoir les dernières informations sur le dernier épisode qui sort sur la chaîne Graines de Savoir. Et sur ce, ah bah non, j'oubliais, prochain épisode. Dans 2 petites semaines, je sortirai le prochain épisode. Et le prochain épisode sera un petit peu la suite de celui-ci. Ça sera une découverte badass, donc on sort un petit peu de Jurassic World Evolution, mais ça va à la suite de cette découverte, ce dinosaure que nous avons vu. Puisque nous allons pas véritablement voir une découverte badass, mais plutôt un découvreur badass. Je dirais même plus, un découvreur au taquet. Alors donc, à la prochaine et surtout, que la curiosité soit avec vous à tout jamais.